On m'entend maintenant. Bon, désolée, apparemment, il y a eu une déconnexion. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, très bien. Alors, très bien, moi aussi, je vous entends. Donc, vous pouvez parler, hein? D'accord? Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ok. Ah, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà la radiothorax. Vous avez oublié la radiothorax? Quelqu'un m'a dit qu'on... Alors, la radiothorax de ce patient, 4e année, 6e année, il fait 4e année. 6e année, hein? Vous êtes des 6e année, vous le savez. Bon. Oui, oui, oui. Alors, quels sont, quand on a fait donc, ce nouveau-né, quand on a fait la radiothorax, on a vu cette image radiologique avec cette hyperclarté que vous voyez ici, avec une déviation de la ligne médiastinale, une déviation du médiastin, et au fait, on peut penser facilement à un pneumothorax, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui, une hyperclarté, oui. Alors, très bien. Et justement, j'aurais pu m'arrêter sur ce cas clinique à ça et vous donner une vraie image d'un pneumothorax, hein, une infection, une inhalation méconiale. Donc, il peut y avoir une inhalation méconiale qui se complique par un pneumothorax ou il peut s'agir d'un pneumothorax d'emblée. Mais je vous ai donné exprès cette image. On revient. Et quelles sont donc vos propositions? Vous pouvez me dire que c'est une inhalation méconiale à partir de l'énoncé du cas clinique. Et il peut s'agir, quelles sont vos propositions diagnostiques? Donc, on a dit inhalation méconiale, pneumothorax, et il y a ce fameux diagnostic qui est l'emphysème lobaire géant. Alors, je reviens sur le retour. Voilà. Alors, on a dit que, alors, ce patient, vous voyez que ce patient, l'évolution de ce nouveau-né se stabilise. En fait, ce nouveau-né, malgré qu'il avait cette image radiologique, il se stabilise, mais il garde une saturation à SPO2 à 90%. Donc, en fait, il nous donne le temps de lui faire une TDM thoracique. Et la TDM thoracique montre donc cet emphysème lobaire géant et on le propose, ce nouveau-né, à la chirurgie. Donc, vous voyez que finalement, le diagnostic posé de ce nouveau-né, c'est un emphysème lobaire géant. La radio de thorax initiale qui montrait, soi-disant, une image de pneumothorax, il faut rester très méfiant et faire très attention. Il faut voir le décollement pleural, hein, pour dire que c'est un pneumothorax. Sachez aussi qu'un pneumothorax, s'il est bien supporté, il faut garder le nouveau-né en expectative et ne pas courir sur le drainage ou sur l'exsufflation. Parce que si vous auriez fait ça, on aurait, comme le cas chez ce nouveau-né, exsufflé une bulle d'emphysème. Est-ce que c'est clair? Oui? Allô, allô?
Vous m'entendez? Bien. Il y a quelqu'un qui dit oui, donc on va dire oui. C'est pas évident de faire ça comme ça, mais j'espère que le message est passé. Je voudrais surtout attirer votre attention sur la gravité d'un diagnostic trop facile d'un pneumothorax, hein, alors qu'il peut s'agir d'un emphysème lobaire géant. Le plus fréquent, c'est un emphysème, le diagnostic d'emphysème lobaire géant, il se fait plutôt tardivement, hein, mais il peut y avoir ce diagnostic en aigu, d'accord, à la naissance. Donc faites attention. Quand il y a un contexte d'inhalation méconiale, donc ça peut être ça. Mais s'il y a une surdistension de l'hémothorax avec un silence auscultatoire, avec une déviation des bruits du cœur, et quand je fais la radio, je vois une image de pneumothorax, je cherche bien s'il y a un décollement pleural. D'accord? S'il y a le décollement pleural, je suis devant un pneumothorax. Et si j'ai un doute, il faut faire un scanner. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a cette image d'emphysème lobaire géant. Est-ce que c'est clair? Oui? Bon, je passe. Hein. Quelqu'un qui répond? Oui, très bien. On va voir rapidement les autres urgences sans s'attarder. Donc, les plus importantes, c'est l'urgence circulatoire, donc l'arrêt cardio-circulatoire et l'hypovolémie. La deuxième grande urgence, c'est les urgences respiratoires avec toutes ces étiologies. Il y a d'autres urgences, ce sont les urgences métaboliques. Alors, essentiellement, c'est l'hypoglycémie. Hein. L'hypoglycémie, il faudrait penser à l'hypoglycémie si la maman est diabétique, par exemple, ou s'il y a un manque d'apport. Donc, le nouveau-né peut être symptomatique ou non. Il faut faire une glycémie systématique. Il y a les hypoglycémies transitoires fonctionnelles, les hyperinsulinémies chez les nouveau-nés de mère diabétique et les hypoglycémies des maladies métaboliques héréditaires. Vous voyez, donc dès qu'on a une hypoglycémie, il faudrait commencer le traitement avec du G10 ou donner du glucagon. Je passe sur ça rapidement. Hein. Alors, une autre urgence métabolique, c'est les hypocalcémies. Alors, ça peut être précoce dans les 48 premières heures ou bien tardive à la fin de la première semaine. Ça donne des convulsions, des trémulations. Donc, faites attention quand un nouveau-né convulse, faites ça calcémie, hein, un état d'agitation. Mais il y a cette hypertonie associée. Quand on fait un radiothorax, on peut retrouver une cardiomégalie avec l'ECG. Donc, on peut rechercher cette T ample, symétrique et pointue avec un QT allongé. Et le traitement, c'est un apport de calcium et de vitamine D. Sachez aussi qu'il y a d'autres urgences métaboliques, telles que les hyponatrémies, les hypernatrémies, donc les dysnatrémies, que je ne vous cite pas ici, mais bon, elles existent. Hein. Les urgences infectieuses, c'est surtout les urgences materno-fœtales. Dans les circonstances de survenue, il peut s'agir d'un déclenchement prématuré du travail, la souffrance fœtale, un score d'Apgar qui est bas sans aucune cause obstétricale évidente, un liquide amniotique anormal qui peut être teinté, une rupture prolongée. Hein, vous savez, on pose toujours cette question, est-ce que la poche des os, la rupture de la poche des os au-delà de 12 heures hein. Donc, cette infection materno-fœtale peut avoir une clinique très, très, très variable. Donc, il faudrait penser à ça tout le temps. Hein. Quand vous avez une détresse respiratoire, ça peut être d'origine infectieuse, des troubles hémodynamiques, un état de choc, une hypohyperthermie, un syndrome hémorragique, un trouble neurologique, des convulsions ou bien un coma. Alors, toutes ces cliniques, vous voyez que finalement, le diagnostic d'une infection néonatale peut être posé devant tous ces signes cliniques. Donc, autant faire un bon interrogatoire sur le déroulement de la grossesse, le déroulement de l'accouchement,
et faire tous les prélèvements bactériologiques aussi bien chez le nouveau-né que chez la mère. Hein. Faire une CRP, un taux de blanc, etc. Le traitement, il est symptomatique, donc si détresse respiratoire, l'état de choc, etc. Donc un traitement symptomatique de tous ces états-là, en fonction de ce que présente le patient, et bien sûr une antibiothérapie sans entrer dans le détail de l'antibiothérapie qui est très très vaste. Alors, les urgences hématologiques, je termine avec ça, c'est, je vous ai mis anémie aiguë, parce qu'au fait, cette anémie aiguë aussi, elle peut avoir une manifestation très disparate, à savoir un état de choc hémorragique, une défaillance cardiaque, une détresse respiratoire. Donc, vous voyez les trois grandes urgences, état de choc, défaillance cardiaque, donc une insuffisance cardiaque, une détresse respiratoire, qui peuvent avoir comme origine une anémie aiguë. Vous voyez, donc le nouveau-né, au fait, il est très compliqué dans le sens où tout signe clinique, il faudrait rechercher toutes les pathologies possibles et imaginables. Parce que ça se manifeste pratiquement tous de la même manière, avec une détresse respiratoire, une défaillance cardiaque, un état de choc. Donc, ça peut être d'origine centrale, d'origine cardiaque, d'origine respiratoire, métabolique, hématologique ou infectieuse. Voilà. Alors, quelles sont les causes de cette anémie? Il peut s'agir d'une hémorragie aiguë par accident obstétrical, ou bien un hématome extensif, une hémorragie intracrânienne, ou maladie hémorragique du nouveau-né. Donc, quand il s'agit là d'une spoliation sanguine, ou bien il peut s'agir aussi d'une hémolyse par une incompatibilité fœto-maternelle qu'il faut rechercher systématiquement. Donc, en conclusion, la prise en charge, sachez que la prise en charge néonatale est consensuelle. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas lieu de faire n'importe quoi, c'est vraiment suivre le consensus. Il faudrait anticiper, c'est très important, anticiper les conditions d'anorexie néonatale. Alors, dès que vous avez une situation d'anorexie néonatale prévisible ou imprévisible, il faudrait accorder une importance à la prise en charge du nouveau-né. Il faudrait à ce moment-là reconnaître l'urgence néonatale, planifier et organiser la prise en charge de ce nouveau-né et mettre un chronomètre dès la première minute de vie. Sa prise en charge est chronométrée en termes de secondes. Donc, il faut le faire. Les secondes passent vite, donc il faut mettre un chronomètre. Il faut mettre donc le nouveau-né en condition et commencer le traitement aussi bien symptomatique et étiologique. Voilà. Donc là, vous avez une petite bibliographie et je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair pour vous? Allô, allô? Vous êtes toujours là? Bien. Alors, je vois que vous vous inquiétez sur le contenu du PDF et celui-là, n'est-ce pas? Apparemment. Normalement, oui, ce support, vous l'avez, hein, il reste. Hein. De toute façon, ils sont complémentaires. Sur le PDF, il n'y a pas les urgences circulatoires que j'ai préféré vous rajouter. Voilà. On n'est pas le même. Non, non, pratiquement la même chose. Alors, je vous répète, je vous ai juste rajouté les détresses circulatoires, donc l'arrêt cardio-respiratoire et l'hypovolémie. Mais sinon, pour le reste, c'est pratiquement la même chose. Peut-être c'est un peu plus détaillé sur le PDF. Hein. D'accord? Mais là, c'est plutôt une prise en charge pratique des urgences néonatales. En tout cas, est-ce que c'était clair pour vous?
Oui, très bien. Oui, parfait. Ben, je suis ravie alors. Très bien. Je suis ravie que vous ayez bien compris. C'est pas évident de faire le cours comme ça. Et j'espère vous retrouver sur les bancs prochainement. Sur les bancs en salle ici, à l'INES. Inch'Allah, bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention. Protégez-vous. Et on se voit, Inch'Allah, à la rentrée universitaire. Continuez à bien réviser, à travailler. Profitez de tout ce temps. D'accord? Le support, je vais me renseigner si, mais à ma connaissance, hein, le support, ce support, vous l'avez toujours sur la plateforme. Il reste sur la plateforme. Est-ce que vous allez à l'examen? Peut-être, je n'ai aucune idée. Hein, je ne sais pas pour l'examen. Il faudrait voir ça avec l'administration. Mais en tout cas, le programme, normalement, voilà, les urgences. En tout cas, ce qui me concerne, c'est votre dernier cours. Hein. Voilà, c'est le cours que j'ai avec vous. Voilà, merci à vous. Bonne continuation. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt, Inch'Allah.